Nicolas B, bonjour. Bonjour. Les défilés du 1er mai ont été une nouvelle fois parasités par des casseurs hier. Jean-Luc Mélenchon, qu'on n'attendait pas forcément là, a semblé regretter une sorte de laxisme des forces de l'ordre. Le préfet de police savait, incapable de garantir le droit de manifester, a-t-il tweeté. Est-ce que sur ce point-là, vous rejoignez le leader de la France Insoumise? Oui, je le rejoins sur l'analyse. Je ne suis pas sûr qu'il soit le mieux placé pour donner des leçons en matière sur le laxisme judiciaire et policier. En l'occurrence, la défaillance, c'est celle du ministre de l'Intérieur. C'est celle de Gérald Darmanin. C'est-à-dire qu'à chaque 1er mai désormais, les milices d'extrême gauche, les Black Blocs, s'en donnent à cœur joie. Ça a commencé avant Darmanin. Oui, c'est exact. Mais à chaque 1er mai, ces infractions, ces actes délictuels ont lieu. Et à chaque fois, on a le ministre de l'Intérieur qui vient commenter sa propre impuissance. Il vient nous expliquer qu'il condamne, et il fait un tweet pour dire qu'il condamne. Ce n'est pas le rôle du ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment? D'abord, en réalité, ces militants d'extrême gauche, casseurs et pillards, eh bien, ils sont parfaitement identifiables et souvent identifiés. Les services de renseignement de police connaissent ces personnes. Donc, c'est une question de volonté politique. Il faut évidemment qu'au moment où ils s'organisent... les assigner à résidence, entre guillemets, présumer de ce qu'ils sont supposés faire. Il faut mettre les moyens, les effectifs pour les interpeller sur place, les traduire en comparution immédiate devant la justice et les sanctionner très lourdement, c'est-à-dire en fait juste appliquer le code pénal et les envoyer pour des années derrière les barreaux. Quand vous avez, on a tous vu les images, des gens qui frappent des pompiers, qui sont dans l'exercice de leur mission de service public, eh bien, ces personnes-là, elles doivent passer des années en prison. Voilà. Et si on fait ça, ce sera terminé. Parce qu'on ne le fait pas, parce qu'en réalité, il y a un sentiment d'impunité de cette extrême gauche violente, eh bien, on aboutit à cette situation de récurrence où, à chaque fois qu'il y a une manifestation de rue, pas seulement d'ailleurs les cortèges syndicaux du 1er mai, eh bien, on a les Black Blocs, les milices d'extrême gauche qui viennent s'en donner à cœur joie, tout casser dans une forme d'impunité. Ça dit quoi l'état de la France, ces violences qui sont devenues effectivement rituelles depuis plusieurs années? Malheureusement, c'est une insécurité qui est généralisée, qui n'est pas seule. Là, on voit la partie émergée de l'iceberg, en quelque sorte. En réalité, l'insécurité qui frappe, subie souvent par les plus modestes, il faut bien le dire, ceux qui n'ont pas les moyens de se protéger, qui ne peuvent pas habiter des quartiers épargnés, eh bien, ça dit quelque chose de l'impuissance en réalité des pouvoirs publics. C'est-à-dire que les Français payent toujours plus d'impôts pour des services publics qui sont toujours plus défaillants. La police, les forces de l'ordre n'ont pas les moyens matériels, ils n'ont pas les moyens humains et ils n'ont pas le soutien, y compris moral, dont ils doivent pouvoir bénéficier pour accomplir leur mission dans de bonnes conditions. Alors, le parti Reconquête, dont vous êtes l'un des vice-présidents exécutifs, lance sa campagne pour les législatives. Au fond, pourquoi voter pour vous alors que vos candidats ont, compte tenu du mode de scrutin notamment, peu de chances d'être élus, si on se fie aux résultats d'Éric Zemmour à la présidentielle? Si je veux m'opposer à Emmanuel Macron et que je me sens proche de ce que vous appelez la droite patriote, l'efficacité, c'est plutôt de voter pour le Rassemblement national, non? Non, parce qu'on a vu la dernière fois, en 2017, Marine Le Pen est au second tour, résultat, il n'y a que 5 ou 6 députés du Rassemblement national, à cause du mode de scrutin majoritaire, c'est vrai. Mais donc, ça doit nous conduire, au contraire, à... Vous ne ferez pas mieux. Non, mais ça doit nous conduire à adapter notre organisation à ce mode de scrutin. C'est ce que fait la France Insoumise en faisant une coalition de la gauche et de l'extrême gauche. C'est ce que fait Emmanuel Macron avec ses soutiens qui seront rassemblés. C'est ce que nous devrions faire et c'est le sens de la démarche d'Éric Zemmour qui a proposé à Marine Le Pen, au Rassemblement national et à Nicolas Dupont-Aignan de se coaliser en respectant le poids électoral de chacun. Il faut être clair, hein, les chiffres sont très simples. Si vous prenez les résultats du premier tour de la présidentielle, 190 circonscriptions où le Rassemblement national seul est en mesure de se qualifier pour le second tour, c'est-à-dire les 2/3 où il sera battu dès le premier tour. Et si nous sommes rassemblés, Rassemblement national plus Reconquête plus DLF, eh bien on peut être en mesure de se maintenir dans les 2/3 des circonscriptions, c'est-à-dire 380. Donc il faut avoir cette démarche de rassemblement. Ça ne veut pas dire qu'on ne gomme pas les différences, elles existent. Mais on est capable de les dépasser par souci d'efficacité parce qu'on sert l'intérêt général. Moi, ce que je regrette, c'est que le Rassemblement national laisse porte close, refuse cette main tendue et donc préfère défendre des petits intérêts boutiquiers plutôt que l'efficacité électorale qui conduirait à avoir de très nombreux députés de la droite nationale, la droite patriotique, à l'Assemblée nationale. Est-ce que cogner sur la candidate Marine Le Pen, comme Éric Zemmour l'a fait au soir du second tour, en évoquant les 8 défaites de la famille Le Pen à la présidentielle, c'était le meilleur moyen pour créer les conditions d'une alliance? Mais je crois que c'est normal de ne pas faire l'impasse sur l'analyse.
pendant des mois, pendant des semaines, on nous a expliqué qu'il y avait un vote utile en faveur de Marine Le Pen. Ce vote utile a été utile qu'à Emmanuel Macron. Il lui a permis de sécuriser sa réélection. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il voulait. Et donc, il faut quand même, on ne peut pas ne pas faire cette analyse. Et c'est aussi tout le sens de la démarche de reconquête, une démarche de recomposition politique, avec une formation politique qui, bien sûr, a encore une taille modeste, mais enfin, on fait quand même plus au premier tour que le Parti socialiste et les Républicains réunis. Donc c'est la seule vraie nouveauté de cette campagne présidentielle, la candidature d'Éric Zemmour et l'émergence de Reconquête comme une nouvelle force politique, et surtout avec un ADN qui est celui du rassemblement. Capacité à rassembler des personnalités et des électeurs qui viennent aussi bien des Républicains que du Rassemblement national, ou même de ceux qui s'étaient réfugiés parfois depuis très longtemps dans l'abstention. Vous pouvez comprendre que Marine Le Pen, elle n'est pas forcément très envie de s'allier avec des gens qui, pour partie, ont été à ses côtés pendant des années, qui l'ont quitté pendant la campagne présidentielle. Elle pourrait s'interroger c'est le cas de Marion Maréchal, c'est votre cas à vous. Mais elle pourrait s'interroger sur les raisons pour lesquelles on est parti. D'ailleurs, la vérité, c'est qu'elle nous a tous poussés vers la sortie. Parce qu'en réalité, elle a fait le vide autour d'elle. Parce que Marine Le Pen, aujourd'hui, elle est seule. Elle n'a plus que Jordan Bardella comme porte-parole unique, et il n'y a plus personne autour d'elle. Donc elle a une faiblesse structurelle. Et elle devrait s'interroger aussi sur l'offre politique et la nécessité, aujourd'hui, de rassembler concrètement. Et or, c'est ça qui est regrettable avec le Rassemblement national, c'est qu'il ne sait gérer que des ralliés, des gens qui se soumettent totalement au parti. Il faut avoir aussi des alliés. Si on veut un jour faire triompher les idées nationales, il faudra être capable d'enclencher cette recomposition politique, de travailler avec d'autres, alors qu'aujourd'hui, on voit bien qu'un Rassemblement national totalement enclavé et monolithique, eh bien, c'est non seulement l'absence de perspective de succès, mais c'est même la sécurisation de la réélection d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous, chez Reconquête, vous avez davantage cette capacité à unir les droites? Si on regarde de l'autre côté, du côté de LR, les hésitations, elles sont plutôt entre aller au combat des législatives seul ou trouver une forme d'alliance ou d'accord avec la Macronie, pas tellement avec vous. Vous noterez d'abord qu'il y a une bonne partie des électeurs des Républicains qui nous ont rejoints, qui ont voté Éric Zemmour le 10 avril. C'est pour ça que Valérie Pécresse est tombée en dessous de la barre des 5%. Ensuite, s'agissant des personnalités ou des députés des Républicains, on voit bien qu'il y a deux catégories. Il y a des gens comme Éric Ciotti, et c'est pour ça que nous ne présenterons pas de candidat face à lui, qui représente une droite qui n'est pas fongible dans le macronisme. Et il avait dit d'ailleurs qu'en cas de second tour entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron, il voterait pour Éric Zemmour. C'était courageux de sa part. Et puis, vous avez ceux qui se sont précipités dès 20h02, Valérie Pécresse en tête, pour soutenir Emmanuel Macron. Et c'est c'est sans doute ce qui signe la fin des Républicains en tant que parti capable de représenter une alternative. En revanche, il y a des électeurs, nombreux, il y a des personnalités avec lesquelles nous avons vocation à travailler dans la durée. Encore une fois, Reconquête, la candidature d'Éric Zemmour, c'était un acte fondateur. C'est la construction d'une nouvelle force politique, d'une force politique d'avenir qui est capable de rassembler les droites pour ensuite rassembler tous les Français. Sauf qu'au sein même de Reconquête, il y a sinon des défections, en tout cas des disparitions. Dans le nouvel organigramme qui a été publié hier, Philippe de Villiers a disparu, Jean Messia aussi, entre autres. Ils sont passés où? Non, Philippe de Villiers n'a jamais été dans l'organigramme. C'est une personnalité politique qui était en soutien de la candidature d'Éric Zemmour et il est toujours à nos côtés, mais il n'a jamais souhaité figurer dans un organigramme. Il n'y était pas avant, il n'y est pas aujourd'hui. Je pense qu'il a un autre rôle, une autre dimension. Et puis après, vous avez des personnalités qui font le choix aussi de leur activité professionnelle. C'est le cas de Jean Messia, mais il a dit très clairement qu'il était toujours à nos côtés. En réalité, cet organigramme que vous évoquez, il permet de mettre en place concrètement l'organisation à venir de Reconquête dans la durée pour les législatives et même au-delà, derrière Éric Zemmour, avec Marion Maréchal, Guillaume Pelletier et moi-même comme vice-président du mouvement. On voit bien que Reconquête, ce n'est pas un feu de paille, contrairement à ce que certains disaient, où c'était uniquement une candidature présidentielle et rien derrière. C'est le contraire, c'est la construction d'une force politique d'avenir, une force politique qui peut créer les conditions du rassemblement pour faire demain gagner nos idées. Les dirigeants de Reconquête semblent pas très chauds pour partir eux-mêmes à la bataille des législatives. À ce jour, ni Éric Zemmour, ni aucun des trois vice-présidents que vous venez de citer n'est candidat aux législatives. Pourquoi est-ce que vous ne donnez pas l'exemple? C'est la peur d'être battu? Mais nous donnerons l'exemple. D'abord, vous ne savez pas qui sera candidat et qui ne le sera pas. En réalité, dans les dirigeants de Reconquête, il y a ceux qui seront candidats, et ils l'annonceront dans les jours qui viennent, et ceux qui ne sont pas eux-mêmes candidats, mais organiseront cette campagne, animeront la campagne
iront soutenir les candidats de Reconquête partout en France. Il y a une répartition des rôles et c'est normal, on n'est pas forcément candidat à toutes les élections, mais ce qui est certain, c'est que les dirigeants du mouvement, derrière Éric Zemmour, montreront l'exemple et seront en première ligne de cette bataille, et que si la porte reste fermée du côté du Rassemblement national et que la main tendue est refusée, alors parce que nous inscrivons dans la durée, nous présenterons évidemment des candidats partout en France, dans toutes les circonscriptions. Quel est votre objectif? Combien de députés? Le maximum, je ne peux pas vous donner un objectif chiffré, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de circonscriptions, on a obtenu d'excellents résultats. Vous espérez constituer un groupe, c'est 15 députés un groupe? On verra, ça dépendra du choix des Français dans les urnes, mais sur la base des résultats du 10 avril, on voit qu'il y a des circonscriptions où on a obtenu de bons résultats, c'est le cas à Paris, c'est le cas dans le Var, dans le Vaucluse, dans les Alpes-Maritimes. Il y a un certain nombre d'endroits où évidemment la Reconquête est une force politique importante, et donc notre objectif c'est de gagner des circonscriptions et au-delà d'installer dans la durée une nouvelle force politique qui est indispensable si on veut que la droite nationale, la droite patriotique gagne demain en France. Vous ne mouillez pas sur un nombre de députés, ça peut donner un petit peu le sentiment que l'important c'est pas tellement d'envoyer des élus à l'Assemblée nationale, c'est de récolter des voix pour assurer derrière le financement de Reconquête qui est un nouveau parti qui a besoin de s'installer oui, mais bien sûr, ça fonctionner. Mais nous, on a une structure saine, contrairement à d'autres. On a 120 000 adhérents, on a levé des moyens financiers. Donc, mais les législatives sont toujours un élément important pour le financement des partis, un financement bien sûr, public. Mais autant pour certains partis, c'est absolument vital, parce qu'ils sont en situation de faillite ou de quasi-faillite. Faites allusion au Rassemblement national. Autant pour Reconquête, c'est absolument pas le cas, mais en revanche, c'est une démarche politique avant tout, de construction d'une nouvelle force politique qui correspond à une attente de beaucoup de Français. Tout le monde voit bien aujourd'hui les limites des partis, les Républicains, le Rassemblement national, même avec un poids électoral important. Malgré tout, on en voit les limites. Et donc, si on veut éviter d'avoir Emmanuel Macron ou ses amis qui sont durablement au pouvoir en France, il faut être capable de construire la droite de demain. Vous parlez des limites, notamment du Rassemblement national, qui malgré tout, dont la représentante a fait plus de 3 fois le nombre de voix qu'Éric Zemmour a recueilli, s'est qualifié au second tour de la présidentielle. Quel bilan vous avez tiré de cette présidentielle? Quelles leçons? Écoute, je vous l'ai dit, on nous a vendu le vote utile. Le vote utile, beaucoup de Français, parce qu'ils craignaient la présence de Jean-Luc Mélenchon au second tour, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, ou parce qu'ils pensaient, sur la base des sondages, que Marine Le Pen pouvait être dans la marge d'erreur face à Emmanuel Macron au second tour, ont voté pour elle, alors que souvent, leur premier choix était un autre. Et bien, on a vu le résultat, on a vu les limites. Moi, je n'accable pas Marine Le Pen, j'ai travaillé avec elle pendant des années. Mais de votre côté, pas de mea culpa sur des choses qui auraient pu être faites différemment? Oh oui, vous savez sans doute, dans une campagne électorale, rien n'est jamais parfait. D'ailleurs, Éric Zemmour a été le premier à reconnaître sans doute des erreurs, parfois de positionnement. Il a eu un immense mérite dans cette campagne présidentielle, c'est de porter le débat à son juste niveau. Quand on voit le débat du second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est un débat uniquement de gestion, de gestionnaire, sur des sujets qui sont importants, la vie des Français au quotidien, mais la présidentielle, ça doit être aussi un débat sur une vision qu'on porte pour la France, pas seulement pour 5 ans, mais pour 50 ans, pour des décennies. Être capable notamment de porter les grands sujets, les grands défis, celui de l'identité en particulier, la préservation de notre civilisation et de notre nation. C'est la question de l'identité qui était au cœur de la campagne, qu'Éric Zemmour a été le seul à mettre au cœur de cette campagne, que sur le court terme, il n'avait pas été totalement entendu sur le plan, et que ça ne soit pas totalement traduit sur le plan électoral, c'est un fait, mais je pense qu'il a semé aussi pour récolter dans la durée, parce que le pouvoir d'achat, c'est une question fondamentale, le chômage, c'est une question fondamentale, la dette publique, c'est fondamental, mais tout ça, une mauvaise gestion, elle est réversible si on prend les bonnes décisions en quelques mois ou en quelques années. Si la France subit l'immigration de masse et l'islam politique, eh bien, elle peut disparaître purement et simplement. Ça, c'est irréversible. Merci beaucoup, Nicolas Bay.